Shazam, Bangando, Zigili bang 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 bangando. dédicace spéciale, Bangando, les beaux ailleurs, les Waman, ça c'est pour vous. Nous tous on fait là le nyama. Personne ne yamo le game. Nous tous on fait là le nyama. Personne ne yamo le game. C'est le génie. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tout ça va là le nyama. Personne ne yamo le game. Nous tous on va là le nyama. Personne ne yamo le game. Personne ne m'a rappelé. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tout ça va là le nyama. Personne ne yamo le game. Nous tous on va là le nyama. Tu dis que l'école l'a dépassé, pourtant elle a dit en direct que sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres. Malgré ça, elle n'a pas lâché, même si les gens se sont moqués. Elle a dû s'enfuir de son quartier, évoluer tout doucement. Maintenant tu dis qu'elle vend les piments. Est-ce que tu l'as vu là-bas? Il y a même pas vers le nom des gens. En tout cas, on vous connaît déjà. Dédicace spéciale au taxi malé, et le taxi qui n'allait, et les apachés. Ne baisse jamais les bras, même si tu chopes le gari. La vie c'est le match, autant canon au Mali. Disque devant le derrière te ralentit. Le bavardage, je suis plus de la partie. Le bavardage, je suis plus de la partie. Hey! Ça fait quoi si devant les chaussures à mon colo? Marcher à l'ouest, tant que je nourris ma famille, ça va. Je m'achète du mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tout ça va là le nyama. Personne ne yamo le game. Nous tous on va là le nyama. Personne ne yamo le game. Si je fais ce morceau, c'est pour tous mes bangandos, tous ceux qui se battent dans la vie. Ne lâchez jamais rien. J'ai traversé tellement de moments difficiles dans ma vie. Aujourd'hui je suis là et je me battrai toujours pour vous donner de la force. C'est grâce à vous et grâce à Dieu Tout-Puissant. Dédicace spéciale à toute mon équipe. On est ensemble comme jamais. Je suis déjà là, c'est calmement. C'est au calme, le charisme qui robe. Bonjour à tous, je suis heureuse ce matin de vous retrouver pour votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, vous l'avez constaté, un clip qui introduit bien le sujet du jour. En effet, pouvoir gagner leur vie et être indépendant, la plupart des jeunes cherchent à devenir des employés sans explorer les possibilités de devenir eux-mêmes entrepreneurs. L'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement une forme d'emploi, il est également une façon de concrétiser des idées et des solutions innovantes. Entrepreneuriat des jeunes est notre sujet du jour. Et qui mieux qu'un coach? Oui, chers téléspectateurs, pas des moindres, pas n'importe lequel. Oui, un coach qui n'est pas n'importe qui. Vous voulez savoir qui il est? Allons ensemble découvrir notre invité du jour. Eh bien,
bien, chers téléspectateurs, lui, il n'a pas la langue dans la poche. Il ne parle pas pour plaire aux gens ni pour être aimé. Il dit ce qu'il a à dire avec ses propres mots en fonction de ses expériences. Il apporte sa contribution. Homme modeste, humble et direct. J'ai le plaisir aujourd'hui de passer 1 heure d'émission de Soleil d'Afrique avec coach Simon Ouetraogo. Coach, bonjour. Bonjour, Miss Eva. Comment vous allez? Ça va très bien. Et chez vous, ça va? Bien. Ça va, merci. Ok, super. Je suis heureuse de partager ces instants avec vous et nos téléspectateurs. La joie est partagée. Merci beaucoup. Merci. Ils ont demandé à recevoir coach. Eh bien, chers téléspectateurs, coach est là. Alors, coach Simon, qui êtes-vous exactement? Ah, donc ce serait un peu... je vais tenter parce que se présenter soi-même souvent, c'est pas simple. Mais ouais, disons que je suis un citoyen du monde, un être humain et qui travaille jour et nuit afin d'apporter un plus à l'humanité. Donc nous, on a préféré beaucoup bosser dans le domaine du développement personnel et ce qui fait également la petite différence dans le développement personnel que je fais, c'est que je suis allé plus approfondir ce développement personnel dans l'option métaphysique. La métaphysique qui est la science de l'esprit, la science de l'âme, bon, la science de tout ce qui se passe, je dirais, dans l'autre monde, voilà, avant que les choses ne soient matérialisées de façon physique dans le monde physique. Donc, et en dehors de ça, je suis également promoteur de plusieurs entreprises et je suis également fondateur d'un système éducatif qu'on appelle AMRUS, International Wisdom and Research System, qui donne des stratégies, des formations à la jeunesse et tout. Donc, voici, je dirais en 2 mots, comment je puisse me présenter. Coach, vous avez parlé tantôt de métaphysique. Alors, qu'est-ce que c'est? Parlez-nous un peu de la relation que vous avez avec ce monde-là avant qu'il ne se matérialise. Ok, donc vous allez voir, si vous regardez bien l'être humain, la partie visible de l'homme représente, je dirais, 1%. C'est votre peau seulement, on voit plus les ramifications des yeux. Et quand vous sourissez, on voit les dents, c'est tout. Maintenant, où est votre cœur, où est votre poumon? Souvent, il faut aller faire souvent des radios pour que les médecins puissent dire, bon, vos reins vont bien, vos poumons vont bien et tout. Donc, c'est pour dire que de façon naturelle, quand on observe toutes choses dans la vie, la partie visible de toutes choses est toujours ultra minoritaire par rapport à la partie invisible. Donc, c'est pourquoi, pour que l'homme vraiment puisse atteindre ses objectifs, je dirais, nobles, il va falloir qu'il amène sa vision au-delà de ce qui est rapidement visible. Il faut qu'on aille au-delà du visible. C'est pourquoi quand on écrit le mot invisible, il faut écarter le préfixe « in » et il y a le mot visible. Donc dans l'invisible, il y a le visible. Mais quand on dit visible, bon, l'invisible disparaît. Quand on parle de la métaphysique, vous allez voir le mot physique là-bas. Mais le mot physique simplement, le mot méta a disparu. Mais quand on dit métaphysique, et si on travaille dur, on va toujours comprendre le physique. C'est pour dire que dans le domaine de la métaphysique, il y a une science vraiment que je recommande à ceux qui veulent vraiment réussir, qu'il faut chercher toujours à comprendre pourquoi, les causes en fait, les causes, parce que les gens se ruent toujours sur les effets. Pourquoi telle personne parle comme ça? Pourquoi la personne a réagi ainsi? Même quand vous publiez quelque chose, quand les gens vont commenter, chaque commentaire ressemble à celui qui l'a commenté. Donc, quand tu prends tout ce que les hommes disent, même si tu écoutes quelqu'un à la radio, si ton imagination est activée, quand tu vas croiser la personne de façon physique, tu vas dire tiens, il ressemblait vraiment à ce qu'il disait. Donc, vous voyez un peu, donc c'est pour dire que tout ce qui est physique a d'abord été métaphysique. Voilà. Coach, votre parcours, parlez-nous un peu. Ah, mon parcours est... bon, je dirais que c'est un parcours pas aussi facile que ça, parce que je suis d'abord né en Côte d'Ivoire, que je salue. Et après, j'ai étudié comme tout le monde. On a fait du Mariam Jou à la balle, un peu du billet régal à la télé. Et par la suite, en classe de CM1, j'ai fait des années blanches. À partir de CM1, je suis revenu au Burkina en 2002, courant 2001-2002, où j'ai fait 2 années blanches, où j'étais berger.
Donc, j'ai eu vraiment le temps de côtoyer la brousse. La brousse. Et par l'invisible aussi. Oui, et vraiment, je dirais, mon séjour dans cette brousse-là m'a quand même donné un contact avec la nature. Parce que quand tu es berger, tu te réveilles à 5 heures du matin. Ça, c'est le minimum souvent. Tu vas amener les animaux en brousse et tu reviens à 18 heures au coucher du soleil. Donc, marcher des kilomètres chaque jour, ça éveille vraiment l'esprit, et surtout quand tu as un esprit d'observateur. Par la suite, je reviens, j'ai dit, bon, moi j'aimerais découvrir encore le monde et tout, et je reviens, je reprends l'école en classe de CM1, et où je continue, mais permanemment, j'étais toujours au village en fait. Donc, chaque vacances, je suis au village pour échanger avec les vieux, les vieilles, les sages. Donc, j'ai pris plus de 8 ans. Et chaque année, je suis au village et j'ai toujours un champ. Quand je vais au village, j'essaie de battre les villageois en cultivant mon champ. C'est quand je reviens à Ouaga en ville que ma maman va vendre tout ce que j'ai produit pour financer mes études. Elle vend tout, elle finance mes études, et à partir de la classe de 3e, seconde, je m'intéressais beaucoup aux activités parascolaires, c'est-à-dire l'informatique, le cinéma. Donc, j'adore le cinéma et j'ai fait beaucoup de recherches en cinéma. Je suis même analyste en film. Voilà, l'écriture des scénarios, à la réalisation, j'adore beaucoup. Donc, là-bas, j'ai appris aussi beaucoup de choses parce qu'en cinéma, on ne va pas écrire juste un scénario. Non, il faut aller à l'action. Et le cinéma m'a appris, parce qu'en cinéma, quand on dit ça tourne, on dit action. Et dans la vie, si tu n'es pas en action, donc de là, j'ai appris beaucoup. Et par la suite, je suis interprète en français et anglais. Ça m'a donné encore des opportunités pour voyager dans pas mal de pays où j'interprétais pour même l'Union africaine. J'ai eu à interpréter parce qu'on fait souvent de l'interprétation simultanée. Pendant que les gens parlent, il faut que des ONG, j'étais toujours dans des grandes salles en train d'interpréter de façon simultanée. Ça aussi, ça m'a appris, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Et bon, j'avais une vision, c'est-à-dire aller à Harvard. J'adore beaucoup les universités en Amérique parce que c'est là où l'éducation est mise en pratique. Donc, je me suis battu dans tout ça. Je faisais aussi du commerce. Je vendais des bissap et des zomcom. Ouais, je vendais bissap, zomcom à l'école. J'étais chef de classe, donc en 3e, je vendais bissap et Nyamakou en classe en tant que chef. Et si tu vous payes, avez le monopole, c'est sûr. Oui, si tu payes bien, même si tu es absent, dans le cahier d'absence, tu peux ne pas voir ton nom. Donc, ça m'a vraiment permis de prendre. À l'époque, l'école pesait 25% pour moi. Les 75% de mon temps étaient occupés entre recherche, observation, voyage. Donc, ce qui m'a permis vraiment de faire un peu le tour de l'Europe et tout, avant même d'avoir le bac. Et ce qui m'a poussé à avoir le bac, c'était pour pouvoir postuler à Harvard. Et j'ai eu le bac en 2011. Et rapidement, j'ai fait mon TOEFL en 2012, Test of English as Foreign Language, où j'ai obtenu, et par la suite, j'ai postulé. J'ai été accepté par plusieurs universités. Mais bon, pour aller à Harvard, il fallait vraiment être financièrement posé. Oui, mais ta maman élève des poulets, ton papa. Il cultive au village. Donc j'ai dû ranger ces dossiers-là pour entreprendre. Mais avant d'entreprendre, je suis allé également espionner encore les universités parce que moi, je voulais savoir. Parce que j'aime dire que les meilleurs messagers de la guerre sont ceux qui ont fait de la paix. Ce sont ceux qui ont fait la guerre. Il fallait faire la guerre avant de dire que la guerre n'est pas bonne. Donc, je suis allé à l'université publique à Ouaga, et où j'ai fait, je crois que c'est 2 jours seulement. Après, je suis allé dans une université publique et privée. Bon, tout ça, ma vie pratique entre cultiver un champ, élever les animaux et faire le cinéma. Et faire le commerce aussi. Et faire le commerce me faisait dire, mais écoute, là, il faut remettre en cause ce système, cette manière de former les jeunes, parce que là, et c'est ainsi maintenant avec mon expérience en entrepreneuriat et tout ça, ça m'a permis de dire, bon, et je lisais beaucoup. J'adore la lecture. Et toujours lire des livres en anglais, c'était ma passion. Quand tu vois qu'il avait touché à tout, touché à tout, c'est quoi l'entrepreneuriat des jeunes exactement? Oh, donc, au regard de tout ça, je viens dire que l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique ou la mort, parce que quand tu étudies le diagramme des âges,
des autres pays, à savoir le Japon, même l'Allemagne, et puis même l'Europe, hein, tu vas voir que ce n'est pas les mêmes formes que celui de l'Afrique. Celui de l'Afrique est un peu, je dirais, pivoté parce que quand tu étudies d'avant, vous voyez que si la base est bien très élevée, ça veut dire qu'il y a plus de vieux. Mais côté Afrique, il y a plus de jeunes, je dirais même d'enfants, que les vieux. Donc, ceux qui devaient faire, je dirais, j'appelle ça le risque, hein, le risque incalculé de ne pas entreprendre, moi je dirais que c'était la population vieillissante. Mais l'Afrique, c'est le minimum même, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, notre CP1 devrait être entreprendre. Sinon, toute cette population, je dirais jeune ou je dirais enfantine, qu'allons-nous faire d'eux si chacun veut vraiment avoir un poste? Donc, c'est pourquoi l'entrepreneuriat des jeunes, à mon humble avis, ce n'est pas un conseil. C'est pas s'il vous plaît, les jeunes. C'est dit, tu entreprends ou tu disparais. Puisqu'on est en Afrique, ou bien tu déménages de l'Afrique, tu choisis un pays occidental, vraiment vieillissante là, et tu vas là-bas, peut-être tu vas laver les habits des vieux, et puis nettoyer les trucs des vieilles et tout. Il y a toujours du boulot à quelqu'un. Mais tant que tu es en Afrique, c'est l'entrepreneuriat ou ta disparition. Voilà, c'est tout. Coach, vous pensez que les écoles devraient fournir le temps, l'espace et la reconnaissance aux projets initiés par les jeunes eux-mêmes, y compris les projets dans le cadre desquels les élèves peuvent agir en tant qu'éducateurs, pères et multiplicateurs? Dans les écoles? Dans les écoles, oui. Est-ce qu'on devrait permettre aux enfants d'initier des projets et de les réaliser? Bien sûr, mais tout dépend déjà de la fondation, parce que vouloir être chef dans une prison, déjà, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut d'abord chercher la liberté d'abord. Donc, il faut d'abord aller chercher à lire la liste des matières enseignées dans les écoles. Lorsque tu tires la liste des matières enseignées et que le mot entrepreneuriat, il faut aller même chercher sa définition dans le dictionnaire, parce que quand tu vas à l'école, les élèves, que ce soit la 6e jusqu'en terminale, maîtrisent les mots difficiles comme famine, guerre, terrorisme, je dirais même violence, le tabagisme. Ça, c'est des mots que n'importe quel élève peut définir. Mais quand tu dis entrepreneuriat, investissement, et trading, et commerce international, marketing, voilà des mots nouveaux pour des enseignants. Je ne parle même pas de l'élève. Lorsque ces mots-là sont nouveaux pour vous, la base est foutue. Et quand on rate le domaine de définition d'une fonction, mais le prof ne va pas regarder la courbe parce que ça fait 1. À moins que tu aies 1 pour la présentation, c'est tout. Donc, quand je regarde le contenu des programmes à l'école, je crois que la norme aurait voulu vraiment qu'on donne la chance aux élèves d'expérimenter tout ça pendant qu'ils sont élèves. Mais et si on n'aborde pas, quand tu commences même, les enseignants, c'est étranger. Donc, il va falloir revisiter, remodeler le contenu avant maintenant de permettre aux élèves d'appliquer. Voilà. Mais... Coach, vous avez fait une vidéo à propos de l'école. On va aller ensemble avec nos téléspectateurs découvrir cette vidéo de coach. Ah ouais? Oui. Great. L'école qui vous enseigne comment avoir les notes, comment soutenir, ce n'est plus l'école du 21e siècle. L'école du 21e siècle est devenue l'école de la compétition, l'école de l'autoréalisation, l'école du partage d'expérience, l'école de l'inspiration, l'école du développement personnel, l'école de la métaphysique, l'école de la pensée honnête. Donc, si vous continuez de bosser comme si vous étiez au 20e ou au 19e siècle, ça ne va rien donner. Donc, sur ce, j'aimerais vraiment vous inviter à prendre votre destin en main. Coach, vous nous invitez à prendre notre destin en main. Nous vous écoutons. Super. Donc, la vidéo a tout dit et je répète parce que quand c'est vrai, ça doit être général. Quand on dit le ciel est bleu, ça ne change pas. Dieu est grand, ça ne change pas. Mais les gens ont oublié où ils sont. Il faut souvent rappeler même à l'être humain qu'il est humain. Parce qu'il y a des gens qui oublient souvent qu'ils sont des humains. Ils vont adopter des comportements, je dirais, inférieurs à celui des humains. Et il y a des gens qui oublient
Quand on est en 2021, souvent même quand en 2020, tu as beaucoup marqué en écrivant même la date, à ta grande surprise, tu écris le temps février 2020 et puis tu ajoutes les 1. Là, nous tous, on a souvent fait jusqu'à ce que 2021 soit gravé dans ton subconscient afin que tu puisses écrire la date là avec l'année. Mais il y a des gens, quand ils écrivent là, moi j'ai l'impression qu'ils mettent 1980, 1900, 00. Il y a d'autres même, c'est les 1800 ils mettent. Et quand tu tapes son épaule, tu dis, monsieur, vous avez commis une erreur. En réalité, ce n'est pas 1980, mais c'est 2021. Il dit, yeah. Donc, comment, si je viens vous offrir un cadeau, un portable, j'ai dit, bon, je vous apporte un portable demain en cadeau. De toutes les façons, votre imagination va être en train de vadrouiller entre un Android, tu vois. Mais je viens vous donner un talkie-walkie. Ah, là, ça va être la bagarre. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ah, mais coach, vous m'avez promis un portable. Mais au moins, la norme aurait voulu que ça soit d'abord. On commence par Android. La tendance. Maintenant, voir quelle marque. C'est ça. Mais voici des adultes qui offrent de l'éducation périmée à leurs enfants. Mais quand l'enfant prend ça, il regarde. Tu vas appeler qui avec ça? Ou du moins, qu'est-ce que tu vas faire avec? Aujourd'hui, on ne demande même plus le numéro de téléphone. J'ai dit, ah, tu peux me donner ton WhatsApp? Mais comment le mot WhatsApp va remplacer le mot? Mais si je dis, donne-moi ton WhatsApp, ça veut dire quoi? Je suppose que tu as un portable Android. Mais quand tu croises un élève ou un étudiant aujourd'hui, tu lui dis même, tu parles de email. Le gars, même, il y a beaucoup qui ont le bac sans email. Tu lui parles de Word, Excel, PowerPoint. C'est les trucs bureautiques, ce n'est pas de l'informatique. Le gars, il est nul en Word. Il est nul en PowerPoint, en Excel. Il ne peut même pas saisir un test. Tu lui demandes, il a fait quelle école? Il indexe une école bien située au milieu de la ville, là, à côté même de la présidence. Et puis tu dis, mais c'est là-bas que tu as eu, j'ai dit, oui. C'est là-bas que tu as eu le bac, oui. Tu n'as pas d'email. Tu ne connais pas Word, Excel, PowerPoint. Il dit non. Il dit, bon, si c'est ça, on va aller un peu faire des recherches sur Google. Le gars même est bleu. Il ne peut même pas télécharger un simple document PDF. Donc, à partir de là, que voulez-vous qu'on dise? Donc, c'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse, il ne faut pas vous cultiver comme si vous êtes au 20e siècle ou au 19e siècle. L'école du 21e siècle, là, c'est l'auto-réalisation, l'auto-éducation, l'auto-formation. Parce qu'on a viré tous ceux qui sont bons du boulot et on recrute tous ceux qui sont meilleurs. Aujourd'hui, tu es bon, le monde s'en fout. Tu es meilleur, viens t'asseoir. Et dans ça, même si tu n'es même pas meilleur, on va te virer. Et il y a des gens qui peinent même à être bons. Être bon ici, c'est maîtriser les cosinus, mais être meilleur, c'est les mettre en application pour réaliser des rêves, je dirais, fous. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai dit que quand tu observes partout, c'est comme si c'est un refus total d'avancer. Moi, je paye régulièrement des livres sur Amazon et tout, même les livres d'anglais et tout. Récemment, ça fait 3 ans, j'ai payé un livre d'anglais et je voyais Obama dans le livre d'anglais. C'est un livre d'anglais où tu payes, tu apprends l'anglais. Moi, j'aime permettre à mes jeunes d'apprendre. Quand j'ai payé le livre, j'ai vu Obama là-bas, la photo de Obama. J'avance, je vois Facebook, je vois YouTube dans le livre. Vous voyez un peu ça? Mais Obama a été président en 2000 combien? C'est 2008. Mais 2008 déjà, ils ont mis les images de Obama YouTube. Mais quand tu pars dans nos lycées, tu payes nos livres là, tu ne vas même pas voir WhatsApp là-bas. Tu ne vas pas voir Facebook là-bas. C'est-à-dire, tout ce que tu vois, c'est ce qu'on ne voit plus. Ils vont au champ, ils vont au barigot avec les tapettes et tout ça. Oh my God! On n'a qu'à faire pardon parce que ce n'est pas pour aller chercher vendre. Les jeunes que nous éduquons là, ce n'est pas pour faire jeunesse chercher. Parce que quand on veut faire poisson chercher, mangue chercher, il y a des choses we don't care about. Mais lorsque c'est pour qu'ils viennent un jour nous apporter satisfaction, il va falloir immédiatement actualiser tout. Donc, c'est pourquoi l'avenir d'une nation se trouve dans les cahiers que les enfants bossent. Mais quand moi je regarde les leçons, les cahiers, je ne vois même pas un avenir, je vois même pas un passé là-bas, à plus forte raison, un avenir. C'est pourquoi c'est une urgence en fait. Et je ne pense pas qu'il faut, on n'a pas besoin d'assez de moyens pour ça, de volonté et du leadership. Mais, comme je n'aime pas parler sur le plan gouvernemental des critiques, moi j'aime, parce qu'on dit un coach en développement personnel, il y a le mot P, peer to peer. J'aime te parler. Parce que quand ça va chauffer, c'est toi qui vas encaisser. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ton établissement, ce n'est pas ton université,
c'est toi qui vas l'encaisser. Donc, c'est pourquoi moi, je m'adresse à toi. C'est à toi de changer. Si le pays veut, si l'école veut, l'école change. Mais toi, tu dois changer. You got to change. C'est ça. Si tu ne changes pas, tu continueras à marcher dans le néant. Oui, bien sûr. Et tu vas faire la honte. Alors, coach, quelle pourrait être la part de l'entrepreneuriat dans la lutte contre le chômage des jeunes ici au Burkina Faso? Bon, vous savez, moi j'aime beaucoup Confucius parce que j'aime toujours vous dire, when words lose their meaning, people lose their freedom. Quand les mots perdent leur définition, les gens perdent la liberté. Quand on dit chômage des vieillards, chômage des handicapés, chômage des enfants de 2 ans, quand on me parle des chômage des animaux, moi ça me fait moins mal. Mais quand on dit chômage de jeunes, c'est quand on me parle de sécheresse d'océan. Ça veut dire quoi, sécheresse d'océan? On a... Hein? Je ne sais pas. La lutte contre la sécheresse des océans. Mais il faut écarter le mot océan, ce n'est plus un océan. Quand on dit océan, ça veut dire quoi? Il y a de l'eau, Mais quand on dit jeune, ça veut dire quoi? de la vie. Non, moi je ne parle même pas de chômage des jeunes. Moi je parle de chômage des vieillards. C'est-à-dire des gens qui ont 90 ans, qui aimeraient avoir des activités rémunératrices. Mais quand tu es un jeune et puis on dit que tu es au chômage et puis tu ris, C'est que tu as un problème. c'est que tu as un sérieux problème psychologique, Et c'est toi le problème. mental, spirituel. Ah oui. Un jeune qui somme, ça veut dire quoi? Nos ancêtres là, si tu les réveilles, tu dis il y a des jeunes qui somment, ils vont mourir 2 fois, hein? Parce que dans leur tombe, ils ne peuvent pas accepter C'est difficile à concevoir. qu'un jeune somme. Ça ne veut rien dire. C'est un vieillard qui peut chômer et un handicapé peut chômer. C'est à nous de voir comment aider les handicapés sur le visuel, ceux qui les sourds-muets, les handicapés membres, c'est-à-dire ceux qui ont perdu des membres. C'est à nous de travailler pour insérer ces gens dans la société. Maintenant, quand tu portes le titre de jeune, le mot chômage, quand tu prononces ça, tu es en train de te ridiculiser. Au fait, il y a des choses, quand ça est avec toi, tu ne veux même pas que quelqu'un sache. C'est comme tu pars faire un diagnostic, là. Il y a des maladies qu'on ne communique pas. Quand tu t'en rends compte que cette maladie est avec toi et que le médecin dit que la probabilité pour que tu puisses guérir ça est égale à 78%, tu es content. Et il te montre un traitement. Tu traites ça en silence pour que tes enfants même ne sachent pas que toi, papa, tu allais choper ça parce qu'on a bien dit que voilà les comportements qu'il faut faire pour ne pas choper. Et quand tu finis de te soigner, tu repars faire un bilan, le médecin dit c'est guéri. C'est à ce moment que tu dis aux autres là, que vous savez qu'il y a 3 ans ou 1 an, moi j'avais tel. Quand tu es au chômage et puis tu es jeune, tu dois garder ça en silence pour toi. Tu ne dois même pas faire et puis le voisin va savoir. C'est-à-dire, c'est-à-dire en Moré on dit, c'est la pire honte qui puisse arriver à un être humain et pire en Afrique. Le chômage des jeunes japonais, je peux accepter. Chômage des jeunes américains, à moquer. Chômage des jeunes français, je suis d'accord, parce que la France a quand même pas mal de pays qui le cochent. Et si on dit chômage des jeunes britanniques, je suis d'accord parce que l'Angleterre a colonisé l'Amérique. L'Angleterre, c'est pas, quand on dit Great British, c'est pas du n'importe quoi. Depuis les années 1600, l'Angleterre était déjà en avance. Mais quand on dit chômage des jeunes africains, c'est comme en hivernage et puis tu dis au village que tu n'as rien à faire. Wallah, on doit te frapper correctement. Il pleut quand tu n'as rien à faire au village. Attends, le vieux va venir te voir. Donc, chômage des jeunes africains, moi je ne veux pas entendre ça. Mais coach, est-ce qu'il n'y a pas des barrières justement qui empêchent ces jeunes-là de s'auto-prendre en charge? Oui, ces barrières sont généralement psychologiques. Et je ne veux pas que les jeunes voient ce qui arrive avant de changer parce que moi je suis comme un sourd-muet qui court. On a dit que quoi? Quand tu vois un sourd-muet qui court, ne lui pose pas la question qu'est-ce que tu as vu. Il faut le dépasser d'abord. Mais quels sont les sourds-muets qui courent? Regardez les Américains. Ce sont des sourds-muets qui courent. Les Japonais sont des sourds-muets qui courent. Les Allemands sont des sourds-muets qui courent parce que vu le développement économique, politique de l'Amérique et des Anglais, c'est des gens qui devaient ronfler et depuis l'Afrique, on allait entendre parce qu'ils devaient ronfler. Mais quand tu vois un Américain travailler, tu regardes son programme de 5 h du matin jusqu'à 18 h, it is busy. Tu vois un Anglais travailler, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, normalement, c'est eux qui devaient même se reposer. Mais quand tu viens en Afrique, c'est à nous. Mais c'est vrai, l'éducation, j'aime dire, on n'a pas eu. Parce qu'il y a des gens qui ont refusé l'éducation, mais nous, on n'a même pas eu. Mais
À Morée, on a dit que quoi? Si tu n'as personne pour te conseiller, il faut te conseiller toi-même. Il faut regarder ta famille, ta belle famille. Si tu n'es pas marié, il va regarder tes oncles et tes parents. Il y a quoi là-bas? S'il n'y a rien là-bas, toi... Mais attends, tu as du développeur personnel devant toi, non? Le plus grand développeur personnel que moi je n'ai jamais connu, c'est la faim et la pauvreté. Lui, il te coche cadeau. Il ne fait même pas... C'est gratuit, tu payes pas. Un vrai coaching cadeau. Ouais. C'est pourquoi, en Afrique, ce qui les limite d'abord, c'est l'éducation qu'on nous a tendue. C'est un piège. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que moi, comme ça, si personnellement, de façon, bon, je ne vais pas dire orgueilleux, mais si de façon indisciplinée, je n'ai pas colonisé un quartier ou un pays, imposer mes lois, mais je ne peux pas leur donner des cours de développement personnel, métaphysique, leadership. Non, moi-même, je vais déposer mon leadership en métaphysique, psychologie, et je vais faire des leçons bêtes pour bien les abêtir, afin de mieux quand même imposer mes lois. Mais il y a des gens qui sont assis, ils attendent la bonne et la vraie éducation à 100 mètres de chez lui. En fait, la vraie éducation ne se trouve même pas à 100 mètres de chez toi. Je ne parle même pas de ton pays. Hein. Si tu es à Bobo même là, la vraie éducation, ce n'est pas à Ouaga. Ça se passe à Bobo. Regarde autour de toi et bats-toi. Donc, mais il y a des gens qui pensent qu'une éducation viendrait de 10 000 km, qu'une bonne éducation viendrait de 20 000 km pour venir. Ah non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche. Donc, c'est à nous de regarder quelles sont les réalités que nous vivons et maintenant prier, méditer, briser ces barrières. C'est très important, prier, méditer. Yeah. Se retrouver avec soi. Oui, oui, mais je ne parle pas des prières mal placées qui n'ont rien à voir avec ton avenir. Seigneur, aide-moi. Oh, quand tu pries pour quelqu'un qui est déjà bon, tant que tu n'es pas bon, tu pries pour quelqu'un qui n'a pas faim. You got to pray for yourself. C'est ça, il faut prier pour ton avenir et après, maintenant, on va voir le reste. C'est tout. Coach, beaucoup de jeunes se tournent vers les concours des différents ministères afin de se trouver leur place, afin de pouvoir soutenir la société et leur famille. Que pensez-vous des concours? Encore un piège, un très très grand piège parce que j'ai rencontré des doyens, ils ont 60 ans, 65 ans, ils ont servi la fonction publique burkinabé. J'ai échangé avec eux et ils m'ont dit qu'à leur époque là, et il n'a pas employé le mot chicoter, mais moi je vais paraphraser en disant chicoter, mais on dirait qu'on les chicotait à l'école pour qu'ils quittent l'école pour venir parce qu'il y a un poste vacant. Il y a un là, lui m'a dit qu'il a été préfet, mais avant 21 ans. Vous voyez? Et lui, c'est à la fin, on les a amenés rapidement, donner une responsabilité avant même qu'il se marie. Et quand il touchait son salaire, il m'a dit qu'il déposait son salaire, il regardait à l'époque, il ne savait pas quoi faire avec. C'est 2-3 ans après qu'il s'est marié. Parce qu'il y a eu un moment où c'est le gouvernement même qui souffrait pour chercher ses agents. Parce qu'il y avait des postes, mais il n'y avait personne. Mais la tendance est renversée. Nous vivons le contraire. C'est le gouvernement même qui souffre pour dire à certains agents de faire pardon. S'il peut même partir, il n'a qu'à partir. Parce qu'il est un occupe-place. Un occupe-place, c'est une personne qui est assise sur l'avenir des gens. Il ne bouge pas, il n'avance pas. Aujourd'hui, c'est l'État même qui prie tous les dieux possibles pour que les gens même arrêtent comme ça. Quand j'aurai besoin de vous, je vais venir. Mais imaginez-vous, un père est obligé d'appeler souvent ses enfants, même s'il n'a rien à les donner, pour juste montrer que bon, je suis là. Voilà. C'est pourquoi chaque année, le père qui est le gouvernement va souvent essayer de dire à la jeunesse, bon, je ne vous ai pas oublié, hein. On va faire la fameuse chose là. Mais c'est symbolique. C'est symbolique, mais les gens ont pris ce symbolisme-là comme une chose qui va les sauver. Et il y a des gens qui sont assez courageux pour s'asseoir sous un arbre pendant un an et puis pose ses pieds à 1 mètre de l'arbre là et il bosse psychotechnique et il va composer et puis il est à son 4e concours pendant que l'arbre même a produit plus de 4 fois. Et puis souvent les mangues là tombent sur lui, il mange. L'arbre est plus intelligent que toi, mon ami. C'est-à-dire, cet arbre-là, lui, il va aller au paradis. Et toi, je ne crois pas trop, mais ça va chauffer pour toi parce que tu ne peux pas t'asseoir sous un arbre. L'arbre fleurit, il donne des fruits. Toi, tu es assis là-bas, tu bosses. Là, ça n'a pas donné. Deuxième année, c'est toi qui es calé là-bas. Mais écoute, il faut arroser l'arbre là. C'est tout. Lui-même, il te donne de l'ombre et des fruits. C'est pourquoi quand on dit
dans une récitation que j'ai vue en classe de CM2 où dit que ajoutons quelque chose à l'humanité. On dit mais on ne vous demande pas de miracles. On veut que vous ajoutez seulement quelque chose à l'humanité. Et puis on dit encore de planter un arbre. Mais l'arbre donnera au moins de l'ombre et après des fruits. Mais voici des jeunes qui ont été flattés de façon psychologique. Donc c'est pourquoi moi je trouve que ça amène les jeunes dans un espoir différé. L'espoir différé, c'est quelqu'un qui te fait croire que ça va aller. Et ça ne marche pas. Tu es là seulement. Comme quand on flatte les ânes avec les carottes, là on met les carottes devant, l'âne cultive. Il ne va jamais avoir les carottes, mais il va épuiser toutes ses forces. Le gouvernement, c'est notre père. Et le gouvernement, nous devons le servir quand il a besoin vraiment qu'on le serve. Mais le gouvernement, mais attendez, c'est quand on va à l'extérieur, quand on dit dans ta famille là-haut, qui ne se bat pas pour nourrir son père et sa mère en Afrique ici? Presque tout le monde, si tu vois quelqu'un qui, en cas d'échec, son père et sa mère sont capables de le relancer, je pense que c'est 1 sur 1000 en Afrique. Je ne connais pas quelqu'un en Afrique qui n'est pas en train de se battre pour sauver des gens qui sont restés derrière. Mais si nous considérons le gouvernement comme nos papas, toi tu veux travailler, construire une maison pour ton père, mais ton gouvernement déclare publiquement sur France 24 que lui-même il est pauvre, que c'est mou sur lui. Et toi, tu vas aller postuler pour que celui-là même qui a dit en haute et intelligible, voilà, que c'est mou sur lui, que lui-même là il est pauvre et il reconnaît sa pauvreté. Et on appelle les pays pauvres, c'est ton président qui a été le premier à être là-bas. Ils sont allés, le rendez-vous c'était à 12h, et toi tu es président et ils sont allés à 6h du matin. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Et toi, jeune là, tu as regardé ça, c'est sorti sur BBC, CNN, ils ont médiatisé partout, sur toutes les radios. Ils ont même traduit en langue locale. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils ont traduit dans toutes les langues. Et toi, malgré ça, là, tu as le courage d'aller bosser des chicots pour aller tenter ta chance là-bas. Oh my God! Un peu de logique. Mais le jour que ton gouvernement va être comme le gouvernement américain, le rendez-vous c'est à 8h, lui vient à 12h. Puis il est serré. Et puis il est serré, personne n'ose demander pourquoi tu es venu en retard. Parce que si tu demandes et qu'il se fâche, s'il repart avec son sac, foutu. Celui qui a demandé là, on va le frapper. mais c'est à la jeunesse même de regarder, what is happening? Ton gouvernement c'est bas. Et depuis plus de 60 ans, on ne comprend pas. Mais c'est à nous maintenant de tout faire pour que cette bataille porte des fruits. Mais le gouvernement ne va jamais dire que je suis fatigué de vous. Puisqu'il est censé vous gouverner, vous protéger, il ne va jamais vous dire ça, ce n'est pas normal. Mais c'est à nous d'observer quand même ce qui ne marche pas chez eux. Parce qu'eux aussi, ils ont été éduqués comme nous. À un certain moment, c'est quand il est devenu ministre qu'il s'est rendu compte qu'on les avait menés en bateau. Moi, j'ai rencontré un ministre récemment qui travaille. Et je suis allé là-bas à 18h. Il m'a reçu à 20h parce que c'est moi. Et puis, il y avait toujours la queue là. 2 heures d'attente, on échange. Mais j'ai vu que le monsieur, il m'a montré un bidon d'eau là. Il n'a pas mangé. Depuis le matin, il m'a dit qu'il n'a pas mangé. Et il y avait toujours des gens qui voulaient le voir. Et parmi tous ceux qui voulaient le voir, ceux qui venaient pour parler business là, ils ne sont pas nombreux. La majorité là, c'est des enveloppes, des demandes. Vous voyez des dirigeants qui travaillent comme ça de 8h à 18h. Et là, ils vont sortir vous dire quoi? Parce que quand ils sont accédés à ces grands postes-là, qu'ils ont compris que vraiment, il y a des problèmes. Mais c'est des gens qui bossent. Donc moi, je vois qu'il y a des jeunes qui ont le courage d'insulter des ministres, d'insulter même le président. C'est de l'indiscipline caractérisée. Et on doit les frapper. Et on doit les chicoter parce que ton papa qui est à la maison et le mur est tombé, il n'arrive pas à rehausser le mur là. Toi, tu ne l'insultes pas. Chacun n'a qu'à regarder dans sa famille, ton vieux là-haut, économiquement, il pèse combien? Mais si ton vieux ne pèse pas, il faut aller maintenant observer. Donc moi, je ne veux pas que nous, les jeunes, on n'a qu'à quitter dans la philosophie des accusations et travaillons dur. Et ainsi, donc, nous aidons de façon indirecte et directe même le gouvernement. Coach Simon, nos confrères de Minute.bf ont recueilli votre avis sur la question des concours. On va aller ensemble découvrir la vidéo pour nos téléspectateurs. Ok. Oh, moi, je pense que le gouvernement joue toujours avec les jeunes. À mon humble avis, on ne devrait même pas organiser concours. C'est parce que le gouvernement
comme c'est les élections, chaque président veut toujours quand même caresser la population pour rester président. Si j'appelais le président, j'allais lui dire de faire 5 ans au Burkina sans concours. Parce que les fonctionnaires même sont tellement surpeuplés dans la fonction publique que la majorité ne travaille pas. Il est bien vrai qu'il y a des fonctionnaires qui se donnent à fond, ils font tout pour que le pays avance. Mais tu ne peux pas voir 10 adultes dans un seul bureau. Et ils causent là-bas du matin jusqu'au soir. Et puis on veut recruter pour ajouter encore. Mais si le gouvernement sort dit que cette année on ne va pas recruter, vous voyez les gars là vont brûler les pinés. C'est pourquoi souvent on essaie de jouer le jeu et puis lancer le concours. Sinon le pays Burkina que je connais là et que j'aime beaucoup peut faire 10 ans sans organiser concours, sauf dans l'armée, que je ne vais pas m'aventurer vu les enjeux sécuritaires, sauf dans l'armée. Sinon le reste là, on peut faire 10 ans sans recruter une personne et rien ne va arriver. Mais comme ils ont produit des pains déposés, il faut souvent faire semblant de consommer ce pain. Sinon, ça va chauffer. Sinon, mon commentaire ici, c'est dire aux jeunes là de prendre ces statistiques et commencer à entreprendre, à se chercher et à aider le gouvernement à fond. Il ne faut pas attendre que des gens qui ont des difficultés sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire, se battent encore pour vous aider. Sincèrement, il faut qu'on exploite nos forces en tant que jeunes. Et ainsi donc, le pays va nous féliciter, il va nous enfin un ouf de soulagement. En tout cas, on est en Afrique, on est dans le continent de toutes les possibilités et de toutes les opportunités. Je ne conseille pas aux jeunes de perdre leur énergie en voulant intégrer la fonction publique. C'est à nous maintenant d'aider vraiment ce pays-là en entreprenant. Coach, vous avez tout dit dans la vidéo, vous avez déjà tout dit aussi sur le plateau. Alors, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour relever les grands défis de l'entrepreneuriat des jeunes? Bon, ici, il faut attaquer la stratégie du temps. Parce que j'ai ma citation préférée que je veux que tu notes. The greatest thief of all the time is the one who steals your time. The greatest thief of all the time is the one who steals your time. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui-là même qui vole ton temps. Il n'y a aucun jeune Africain de 25 ans que je connais qui n'a pas été victime de ce vol. Il y a un plan de vol de notre temps qui a été sciemment et scientifiquement orchestré. Moi, je peux prendre votre moto, je peux tout vous voler. Et vous allez avoir, moi, récemment, ils ont volé la moto d'un de mes étudiants. Le lendemain, il est parti payer sa moto. Et renforcer sa sécurité, on avance. Mais si quelqu'un vole ton temps, et qu'à 40 ans, tu t'en rends compte que tu ne foutais rien de bon, c'est pourquoi la meilleure stratégie, c'est que les jeunes n'ont qu'à regarder vraiment l'âge qu'ils ont. Il y a des âges responsables, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, qu'est-ce que vraiment tu devais être en train de faire? C'est pourquoi l'école ici, là, c'est le plus grand voleur de notre temps. Parce que moi, j'ai vu des grands docteurs en Europe, à Dubaï, un peu partout, qui n'ont pas 25 ans. J'ai dit, ce n'est pas des petits docteurs, c'est des ingénieurs, des pilotes qui n'ont pas 25 ans. Et on les considère. Et d'ailleurs, quand j'ai travaillé avec les soldats, j'ai vu des soldats qui ont 18 ans. Pendant que ton petit frère a 18 ans, il sécurise le territoire. Pendant que toi, tu ronfles, il risque même sa vie. Toi, à 25 ans, tu te réveilles à 8 heures que tu es étudiant. Tu te réveilles à 30 ans, que c'est toi qui veux soutenir. Alors que quand on prend les tranches d'âge des soldats qui sont au front là, ce sont nos petits frères. Mais quand même. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entrepris tôt. Maintenant, voilà un petit frère qui porte Kalachnikov. Il est au nord, il est un peu partout, il a 22 ans, 23 ans. Et le grand frère, il est assis sous l'homme, là, 28 ans, que tant que lui ne finit pas son master, il finit, il cherche ça, je trouve pas. Donc, je pense qu'il faut que nous-mêmes, on se pose la question, quels sont ceux qui nous dirigent, quels sont ceux qui nous permettent d'être en sécurité? Moi, j'aime beaucoup prendre le cas des soldats parce que c'est des gens qu'il faut féliciter et encourager. Mais pendant qu'eux, ils sont au front, il y a un autre front qu'on appelle l'entrepreneuriat, le leadership, la créativité. Nous aussi, il faut qu'on y va tôt. Mais si tu penses que tu dois finir tes études à 30 ans avant d'entreprendre, mais je trouve que ce n'est pas sérieux. Je ne connais aucun grand entrepreneur qui a commencé ça très tard. Si vous étudiez les Mark Zuckerberg, les Larry Ellison, les Bill Gates, les Warren, c'est des gars qui ont commencé toujours avant 20 ans. C'est pourquoi je veux que les jeunes là, c'est pas dit quand tu es entrepreneur, tu es étudiant. Moi-même qui vous parle, je n'arrête pas de suivre des grands séminaires de formation. Je n'arrêterai jamais de lire. Donc, ce n'est pas parce que tu as entrepris que tu n'étudies plus. Non. Donc, commencer le plus tôt que possible, c'est la plus grande stratégie. À 18 ans,
tu es religieusement, spirituellement et socialement responsable. Parce que quand un monsieur de 18 ans commet des gaffes, la police n'appelle pas ses parents. Non. On trouve que tu es assez vieux, mais si on ne peut pas attraper un jeune de 10 ans qui a fait brûler quelque chose et puis l'emprisonner, on va chercher à savoir qui est ton père. Mais quand on attrape un volet de 20 ans, direction, on chicote bien au gnouf. Mais toi, tu as 20 ans, tu as 18 ans, et puis c'est les cousins, même tes parents qui te flattent que tu es jeune. Je suis désolé, tu es vieux. Voilà. Il faut que tu te lèves, sinon ça va chauffer. Et on va aller encore découvrir une vidéo ouais? qui a beaucoup fait de tollé sur la toile. La vidéo de coach qui a beaucoup été critiquée sur la toile. Ouais? Allons ensemble découvrir ça pour vous, chers téléspectateurs. 90% des orphelins deviennent plus riches que ceux qui rôdent autour de papa et maman. Oui, ça c'est vrai. Si Dieu, même sachant que ton père et ta mère seraient un frein même à ton développement, et que Dieu souvent vient écarter un papa ou un maman, en fait ça te réveille tôt. Mais ça ne sert à rien de vivre avec deux parents jusqu'à 25 ans, et après même tu es pauvre. Il fallait être orphelin le plus tôt que possible. Moi je vous parle, mon père et ma mère, je les salue, je vous invite à respecter vos parents. Mais moi, j'ai quitté mes parents à 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je n'ai plus jamais passé une seule nuit avec mon père et ma mère. Donc, je me suis considéré orphelin depuis 12 ans. Parce que j'ai vu et j'ai senti la pauvreté. J'ai dit la pauvreté dans ton état pur. Moi, j'étais dans ça et j'ai préféré mettre croix sur mes parents quand il s'agit de développement, de réussite. Mais je les respecte parce qu'ils ont été un canal par lequel je suis passé pour venir au monde. À part ça, nous, on n'a plus un débat. Et quand je les ai quittés, aujourd'hui, je m'occupe très bien d'eux. Mon papa ne peut pas mourir pour une affaire de 1 million ou 2 000. Une vidéo réalisée par les confrères Vivre et Réussir en Afrique. Coach, se considérer orphelin alors que son père et sa mère sont encore vivants. On sait qu'en Afrique, si tu penses même déjà à ça, c'est déjà mauvais. Ah ouais, c'est pas mauvais parce que il y a un grand penseur a dit que les pensées négatives, nous, en développement personnel, on combat les pensées négatives. Mais il y a des pensées négatives qui aident. Par exemple, si tu supposes que tes parents sont morts, c'est une pensée négative, non? Mais ça peut t'aider s'il n'y a rien pour toi. Si tu supposes que tu tombes malade demain matin et que l'ordonnance est 2 millions, c'est une pensée négative qui peut te réveiller. Donc, ah oui. Donc vous allez voir que les milliardaires ont pensé souvent négative. Hein? Oh, bien sûr, il y a une crise dans le pays. Est-ce que tu as l'argent pour prendre l'avion? Est-ce que tu as passeport même? Ce sont des pensées négatives qui peuvent te réveiller. Donc c'est pourquoi, moi j'ai dit ici, quelqu'un m'a demandé, c'était dans une télévision, je dirais, à Casablanca, quel était mon avantage. J'ai dit, mais c'est la pauvreté mon avantage. J'ai eu la chance de naître dans une famille à moins l'infini, parce que je ne vais même pas dire famille zéro, mais on était un peu à moins l'infini, où il fallait lutter souvent pour avoir le sel pour mettre dans la sauce. Toi, tu ne sais pas parce que ça va. Toi, tu as vu ça. Et puis, maman a fait un plan d'action pour avoir le sel. C'est-à-dire, pour avoir le sel, ils ont entrepris. Non, ça là, c'est déjà un bon mentor. Donc moi, c'est pourquoi je dis, tous ceux qui sont nés dans la pauvreté, au fait, c'est l'univers qui te donne une opportunité. La pauvreté, opportunité. Regardez un peu, pauvreté, opportunité. Bon, les rappeurs vont me dire, yeah, ça rime là. Oui. Donc c'est pourquoi j'ai dit, si ça ne va pas en famille, mon ami, il faut te considérer orphelin. Parce que j'ai consulté un monsieur récemment, son papa était un très très grand riche, il a légué 30 villas, aujourd'hui il reste une seule. 30 villas à 20 enfants, 30 villas à 20, Ouara ici. Aujourd'hui, il reste la cour où la vieille est là-bas. Ils attendent la... Non, si la vieille... Si elle bouge seulement là. Les 29 là ont été vendus. Mais si ces enfants avaient imaginé un jour que les pères pourraient partir, bon, je pense que ça pourrait les catapulter vers vraiment la recherche vraiment d'un chemin personnel. Donc c'est pourquoi sur ça, je vais répéter et je dis aux jeunes là, si vraiment chez toi c'est mou comme chez moi à l'époque, il faut te lever et puis tu oublies. Et quand tu vas réussir, ce sont tes parents encore qui t'applaudissent. Hein. Coach, quel devrait être selon vous le rôle de l'éducation formelle dans la culture entrepreneuriale?
Son rôle, d'abord, c'est d'aller savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Parce que quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour la quête du succès. Il dit, ben, le gouvernement n'a qu'à aller être riche d'abord. C'est tout. C'est-à-dire, tu veux jouer un rôle. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui ont 300 000 et puis ils sont des conseillers en entrepreneuriat avec bureau et secrétaire. Hop, le entrepreneur. C'est-à-dire, le gars, il a 300 000 francs le mois. À la fin du mois, il est le premier à aller en banque, mais il est conseiller principal avec secrétaire à l'appui. Bon, quand moi je vois dans ces bureaux, je fais vite, pour des formalités, il va mettre caché, je disparais parce que là... Un problème. Il y a un gros problème. Il y a un problème. Donc, si l'État ou du moins l'éducation veut jouer un rôle principal, c'est d'aller se cultiver quand on va aller à l'école, que les vocabulaires comme entreprendre, trading, succès et vraiment leadership, que ça ressorte dans les écoles. Et ça, c'est un rôle capital. Je dirais capital. Aujourd'hui, dans mon école, il y a le cinéma. Mais c'est parce que j'ai découvert le cinéma au lycée. Aujourd'hui, je fais venir des grands cinéastes qui donnent cours dans mon centre de formation. Mes étudiants ont produit leurs premiers films après un mois de cours. Donc, parce que j'ai entendu parler du cinéma à l'école et durant mes heures libres, j'ai fait juste le cinéma. Et si l'école m'avait permis à l'époque de connaître le trading, de connaître ce qu'on appelle les crypto-monnaies, de connaître ce qu'on appelle investissement, de connaître le mot action, obligation à l'école, au cas où je ne suis pas fonctionnaire, mais les petits vocabulaires allaient me permettre de creuser et d'investir. Mais le gars, il va être major de sa promotion, classe terminale. Tu dis investissement, les gars, ils disent non, tu vas pas, ça va. Coach, on va aller avec le téléspectateur découvrir une vidéo de réussir son projet de vie. Allons ensemble découvrir cela. Il faut noter d'abord, pour tous mes petits frères qui sont toujours dans les écoles bizarres, là, moi, je ne peux pas venir vous frapper, je ne peux pas venir vous chercher, je ne peux pas venir vous dire de quitter. Mais il y a une seule chose que je vais vous demander. Quand vous allez arriver à la partie de la leçon de géographie où on présente de façon irresponsable le Burkina Faso, je vais vous conseiller de déchirer la feuille là et jeter dans une poubelle. Sinon, vous allez devenir pauvre comme vos enseignants. Quand vous allez arriver à la partie de la leçon où les enseignants, de façon inconsciente, présente le Burkina Faso comme un pays pauvre, comme un pays endetté, comme un pays limité, sans la mer, sans ressources, quoi là. Il faut déchirer avec votre main gauche cette leçon et vous jeter dans une poubelle. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez devenir pauvre comme la majeure partie de vos enseignants qui se sont laissés rouler par la farine psychologique des méchants. Quand je dis ça, ce n'est pas parce que je n'aime pas les enseignants. Je vous aime, hein. Vous êtes des humains et j'adore tous les êtres humains. Mais si de façon inconsciente, toi tu apprends des leçons qui vont te ruiner ta carrière, laissez-moi vous dire qu'on a trouvé le médicament. On a toujours présenté le Burkina comme un pays pauvre, comme un pays qui ne se débrouille mal. Regardez un peu comment ressemble le Burkina. Ici, c'est le Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez? Et on peut transformer tout le Burkina Faso comme ça. Coach, cette vidéo-là, les enseignants ont parlé d'elle. C'est vrai qu'ils ont parlé positivement parce que je travaille avec beaucoup d'enseignants. Oui. Il y a pas mal d'enseignants qui sont amis à moi. Oui. On travaille, on travaille. Ils ont parlé. J'espère qu'ils ont parlé bien. En tout cas, ils ont parlé en général. Ok, donc ici, c'est pour dire que quoi? Lorsque vous êtes un enfant, je peux envoyer un enfant, je veux que lui il ne figure pas dans l'émission, mais il a su la partie technique. Je peux envoyer un enfant aller le gifler. N'est-ce pas? J'envoie quelqu'un aller gifler ce monsieur, il va aller, il fait son boulot, il revient. Mais en attendant même qu'il revienne là, si lui là, il sait qu'il ne peut pas me frapper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chicoter l'enfant. Donc il arrive des moments où c'est comme si on a envoyé nos enseignants aller chicoter les enfants. Et eux aussi, comme il y a l'argent, inconsciemment on chicote et après, non seulement toi tu perds, l'enfant perd, et le seul gagnant, c'est celui-là même qui a dessiné cette leçon-là qui gagne. C'est pourquoi, ayant fait la psychologie, la métaphysique, j'ai dit ça pour d'abord le bien de l'enseignant. Pourquoi? Parce que c'est, regardez un peu, tu ne peux pas traiter une fille de vilaine, de toutes les formes bizarres et puis vouloir la faire la cour. Ça ne va pas, hein? Tous les hommes, vous savez comment vous êtes débrouillés pour épouser madame. Il y a tous les mots doux. C'est-à-dire pendant la période où tu veux épouser ta femme là, la femme même ne savait pas que tu peux parler mal comme ça. C'est-à-dire à l'époque tu parlais bien, tous les mots sont bien placés.
Maintenant, aujourd'hui, comme elle a 10 enfants, les gars, ils se jouent un peu à l'indiscipliné. Donc, revenez un peu à quand vous draguiez vos femmes là. Donc, c'est pour dire que quoi? Tu ne peux pas passer le temps à verbaliser des phrases irresponsables parce qu'en métaphysique, on en dit quoi? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Au début était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais ce n'est pas des paroles insensées qui a fait ce monde. Ce n'est pas des paroles je vais dire même misérabilisme. C'est-à-dire le champ lexical du misérabilisme. C'est ça qu'on dit le Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays situé on n'a pas d'intérêt parce que ce n'est pas ce qui a été dit en Israël, ce n'est pas ce qui a été dit en Arabie Saoudite, ce n'est pas ce qui a été dit dans les pays désertiques là. Si ces phrases avaient été verbalisées là-bas, l'Arabie Saoudite là, ce serait juste un champ où on peut ramasser fumier de chamel pour venir, c'est tout. Mais aujourd'hui, ils ont dit à leurs enfants que hey, c'est le centre du monde. Singapour a dit la même chose. Mais nous, on continue. C'est le prof d'histoire là qui va sortir par exemple parce que tu corriges beaucoup de copies. Donc toi, tu dois lire ça plusieurs fois. Donc ton subconscient sera bourré de le pays est pauvre. C'est-à-dire quand tu commences à causer avec lui-même, c'est le pessimisme total. Imaginez, tu as une classe de 70 élèves qui ont bien écrit le Burkina. Lui, il a écrit une fois. Et toi, tu vas lire ça 70 fois pour corriger. Au finish, là, toi-même, tu deviens pessimiste. Parce que tu maîtrises... Oh oui, et très très pauvre. Parce que toi-même, quand on parle du Burkina, toi, tu dis, ah oui, le pays... Puisque on t'a fait apprendre ça. You become what you say, and you become what you think. Ça, c'est la fondation de la métaphysique, c'est que tu deviens ce que tu dis et tu deviens ce que tu penses. Mais que pensent nos enseignants? Que disent nos enseignants? Donc, en réalité, c'est comme... À la fin, c'est les enseignants les plus perdants parce que moi, j'ai une école. À l'heure où je vous parle, je cache. Le jour de mon anniversaire, je me cache. Parce que les cadeaux que mes étudiants font pour moi, souvent, je me sens gêné. Quand mes deux enfants, j'ai caché les baptêmes. Parce que le simple fait de dire dans le groupe WhatsApp que les baptêmes de mon enfant, je sais ce qui va se passer. Parce que j'ai montré le succès à mes étudiants. J'ai montré comment devenir prospère. Alors, c'est la reconnaissance. Mais aujourd'hui, tu vas voir un enseignant, il va aller à la retraite. Pour avoir même une bière, même c'est compliqué, après avoir éduqué plus de 2000 personnes pendant 40 ans, tu vas à la retraite, il n'y a même pas un qui peut venir te dire, ah monsieur, pourquoi? Parce que durant tout le parcours, c'était le champ lexical de la misère, de la pauvreté. Quand on dit champ lexical, vous voyez tous les mots qui ont un lien avec ça, que vous avez verbalisé entre 4 murs. Résultat final, l'ONAV, université. On est presque à la fin de cette émission. Voilà. On nous signale qu'il est l'heure. Ah ouais? Pour rendre l'antenne. On n'a vraiment pas senti le temps passer. Good. Alors, quel est le message que vous avez à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Tout ce message est que everybody is important. Tout le monde est important. Il suffit que tu dises, je dois réussir économiquement dans mon domaine. Parce que là, le succès économique, beaucoup de gens, ah, c'est pas l'argent, c'est pas l'argent. Quand ta maman est malade, là, il faut attraper un mouton, aller à l'hôpital. Le médecin va te chiffler. Donc, c'est l'argent. Donc, c'est pour dire que tu sois enseignant, médecin, policier, il faut fixer des objectifs économiques. Et dire, bon, moi, j'aimerais quand même atteindre la liberté financière en investissant mon argent, en participant à des formations, des conférences. Et surtout, les jeunes Africains, les étudiants, soyez maîtres de votre temps. Utilisez de façon rationnelle votre temps. Parce que Robert Kiyosaki a dit, la différence entre les pauvres et les riches se trouve dans comment ils utilisent leur temps. Use wisely your time. I really, really love you. Africa is the future. Et visitez ma page YouTube, ma page Facebook aussi. On a assez de formations pour vous en 2021. Assez. Donc, c'est ça. Coach Simon, ce fut un plaisir pour moi d'avoir partagé ces instants avec vous. Ok. C'est la Saint-Valentin, c'est pour dimanche. Ah, ok. Alors, vous n'avez pas un message pour les amoureux du jour? Oh, soyez vraiment amoureux, mais entreprenez. Parce qu'un entrepreneur amoureux, c'est encore, ça va vite, quoi. Mais bon, donc, on peut commencer avec la précarité. Mais quand vous êtes un couple, même si c'est une glace, prenez, dites-vous que vous vous aimez. Mais l'année prochaine, on ne va plus venir ici. On va migrer. Parce qu'il y a des gens, depuis 10 ans, ils laissent Saint-Valentin, c'est le même coin. Donc, vous aussi, essayez de vous fixer des objectifs. En fait, ici, petit à petit, ce sera dans des hôtels 5 étoiles. Et peut-être, pourquoi pas, à Dubaï ou bien un jour dans l'île Maurice, quelque part comme ça. Inch'Allah. I love you, thank you. Merci beaucoup. Et un big up à ma femme, sinon... Oui, sinon, c'est pas ma chérie, I love you.
Merci beaucoup, coach. Ok. Ce fut un plaisir pour Thank moi et you. pour toute l'équipe de Ok. vous avoir reçu. C'est comme je l'ai dit au début, coach, c'est une personne humble. Chers téléspectateurs, vous avez constaté tout au long de l'émission avec moi. Merci pour les conseils. Thank je suis you. sûre que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non. Et qu'un jeune aujourd'hui qui se lève et qui dit je suis au chômage, alors lui, il mérite la chicotte. Great. Alors, chers téléspectateurs, je vous souhaite un bel après-midi. Respectez les mesures barrières, prenez soin de vous. Mais dimanche, c'est la Saint-Valentin. Soleil d'Afrique, c'est temps pour la semaine. Mais je dédie cette très belle chanson de Hugo Boss, Bébé, à l'homme de ma vie. Je t'embrasse très fort, mon cœur. Cette chanson, c'est pour toi. Hugo Boss s'appelle ma rap king, 226. Quand tu m'as souri, j'ai compris que rien dans la vie n'aurait de sens que si t'es avec moi. Alors baby, je te rappelle qu'on a qu'une vie et la mienne je la passée avec toi. Bébé oh bébé, yeah, bébé oh bébé, yeah, bébé oh bébé, yeah. Bébé yeah, bébé oh bébé, yeah, bébé oh bébé, yeah, bébé oh bébé, yeah. À quoi me serviront toutes ces vies-là si jamais tu n'es pas avec moi? À quoi me serviront tous ces palaces si pour les admirer tu n'es pas là? À quoi me servirait ma fortune s'il me manque la moitié de mon cœur? Pour toi je pourrais décrocher la lune si seulement tu le voulais mis à main. Bébé pardon pour accepter, yeah. Laisse-moi seulement t'inviter, yeah. Je ne vois pas que ta beauté, yeah. Je finirai par te doter. Bébé pardon pour accepter, yeah. Laisse-moi seulement t'inviter, yeah. Je ne vois pas que ta beauté, yeah. Je finirai par te doter. Quand tu m'as souri, j'ai compris que rien dans la vie n'aurait de sens que si t'es avec moi. Alors baby, je te rappelle qu'on a qu'une vie et la mienne je la passée avec toi. Bébé oh bébé, yeah, bébé oh bébé, yeah, bébé oh bébé, yeah. Bébé yeah, bébé oh bébé, yeah, bébé oh bébé, yeah, bébé oh bébé, yeah. T'es entré dans ma vie comme Cendrillon, mon étoile a décollé comme un avion. Parmi des milliers de beaux, j'ai choisi une. On fera le tour du monde, on sera à la une. En passant par Paname jusqu'à Las Vegas, je vais te faire découvrir tous ces espaces. Je suis ton Roméo, t'es ma Juliette. On ira à Dubaï pour la lune de miel. Je vais te payer tes Gucci, Louis Vuitton, sans oublier ce que t'aimes, tes sacs de luxe Hermès. Dans ce putain de syndicat, je n'y suis pas. T'inquiète pas mon bébé, oui je dépense. T'es mon cadeau du ciel, ma récompense. T'es mon cadeau du ciel, ma récompense. Quand tu m'as souri, j'ai compris que rien dans la vie n'aurait de sens que si t'es avec moi. Alors baby, je te rappelle qu'on a qu'une vie et la mienne je la passée avec toi. Bébé oh bébé, yeah, bébé oh bébé,